J'étais là, debout, au milieu du grand salon Saphir de l'Hôtel Bellevue, à Paris. Un spectacle, vraiment. La salle qui devait célébrer nos 5 ans de mariage était devenue le théâtre de mon autodafé public. Des murmures comme des serpents se faufilaient entre les colonnes dorées. Chaque regard pointait sur moi une aiguille glacée. À l'instant même où j'entendais la voix suave et venimeuse de Sophie Duval prononcer ces mots, il est à moi maintenant, et nous attendons un bébé. Mon monde n'avait pas juste tremblé, il s'était brisé en une mosaïque de 1000 éclats coupants. Elle agitait sous mon nez une bague, un diamant jaune énorme, vulgaire, qui me narguait. On pensait que j'étais fini, cassé, défait. J'avoue, les détails de l'avant sont flous. C'est comme si mon cerveau avait fait le tri, gardant le choc vif et reléguant le reste au second plan. Ce qui compte, c'est l'image d'après. Mes parents sont apparus. Mon père, Pierre Dubois, et mon frère, Guillaume. Mon roc, je me souviens de l'odeur du bois ciré et des lys, trop lourdes, trop parfaites pour l'horreur qui se déroulait. Et puis, la main de mon père sur la mienne, ferme, et celle de Guillaume posée sur mon épaule, silencieuse, une promesse de vengeance. Mais comment en étais-je arrivé là? La mémoire, c'est étrange. Elle te joue des tours, elle te montre ce qu'elle veut, quand elle veut. Je revois d'abord l'invitation. Un carton si épais qu'il semblait taillé dans du marbre, la gravure dorée annonçant « Monsieur et Madame Julien Lefebvre ont l'honneur de vous convier à la célébration de leurs 5 ans de mariage. » 5 ans. Pour moi, c'était comme tenir un mensonge superbement ouvragé. Les 2 premières années, c'est vrai, avaient été une espèce de flou ensoleillé et enivrant. Julien, avec ses yeux bleus perçants et ce sourire capable de désarmer n'importe quel requin de la finance, m'avait balayé. Balayé de mes pieds, oui. Il était une étoile montante, ambitieux, magnétique. Et moi, Marie, une historienne d'art passionnée par la Renaissance, son parfait contrepoint tranquille. Nos amis, ils nous appelaient le couple idéal. Sa fougue, ma grâce. Son monde de chiffres, le mien de beauté. Mais l'année passée, non, les 2 dernières années, ça avait commencé à grincer. L'or s'effritait, révélant une surface grise et froide. Ça a commencé petit, ces choses-là. Des nuits de travail tardives qui ne sentaient plus le café éventé, mais un parfum inconnu, floral, agressif, comme une version plus tapageuse du Chanel and Degasing. Ses coups de fil à voix basse sur le balcon, l'écran de son téléphone toujours masqué, une distance émotionnelle qui creusait un abîme entre nous, même dans notre grand lit. J'étais pas naïve, enfin, je ne le suis plus. Mais je croyais dur comme fer à l'engagement. J'ai essayé. J'ai proposé une thérapie de couple. Trop occupé, il disait. Des week-ends romantiques? Fusion de dernière minute, Marie, tu comprends. Je voyais les signes, ces petits drapeaux rouges qui, mis bout à bout, formaient une bannière de trahison. Pourtant, je m'accrochais. Je me disais que c'était juste une tempête, pas un changement climatique dans notre mariage. Cette fête d'anniversaire, c'était son idée à Julien. On doit montrer à tout le monde qu'on est plus fort que jamais, Marie. Il avait dit, la voix un peu trop gaie, sa main sur mon dos un peu trop démonstrative. Réservons le grand salon Saphir au Bellevue, on met le paquet. Une fête pour nous. Je savais ce que c'était vraiment. Une opération de communication. Les rumeurs commençaient à circuler dans notre cercle social. Des chuchotements me suivaient au déjeuner de charité, des regards de pitié au country club. Julien, toujours obsédé par son image, voulait noyer les commérages sous une vague de champagne et d'extravagance. Il se servait de notre mariage comme bouclier pour sa réputation. Le soir de la fête, je me tenais devant le grand miroir de notre appartement haussmannien. J'avais une robe sur mesure, un saphir profond qui s'accordait à mes yeux. Mes seuls bijoux, un collier de perles fines et mes alliances. Je jouais mon rôle.
celui de la femme d'affaires parfaite, élégante, sereine, intouchable. Mais à l'intérieur, un nœud de terreur me tordait les entrailles. « Tu es magnifique », avait dit Julien en entrant. Il était déjà dans son smoking, maître du monde. Il m'avait embrassé, une touche sèche, furtive. « Julien », avais-je murmuré, ma voix douce mais ferme, « est-ce que ça va, nous deux ?» Il avait ajusté son nœud de papillon, évitant mon regard dans le miroir. « Bien sûr que oui. Pourquoi ça n'irait pas? On a tout. Tout sauf l'honnêteté, pensais-je. Tout sauf toi. » Enfin, il avait croisé mon regard dans le reflet. Pendant une fraction de seconde, j'avais cru voir le Julien que j'avais épousé. Une lueur de culpabilité, de regret. Mais c'était parti aussi vite que c'était apparu, remplacé par le masque lisse de la confiance. « Ce soir, c'est à propos de nous, Marie. » Il avait dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Ne gâche rien, souris. Nous avons un rôle à jouer. » Un rôle, le mot était resté suspendu entre nous, brutalement honnête. En descendant l'ascenseur privé vers la voiture qui nous attendait, un froid intense m'avait envahi. J'allais sur scène, l'actrice principale d'une pièce dont je sentais la fin tragique, sans en avoir lu le script. Le grand salon Saphir était un chef-d'œuvre d'opulence d'antenne. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, faisaient miroiter des lumières sur une mer d'invités magnifiquement vêtus. L'air bruissait de conversations polies, de tintements de cristal et des douces mélodies d'un quatuor à cordes jouant Vivaldi. Des serveurs en veste blanche impeccable se frayaient un chemin avec des plateaux de champagne et de canapés. C'était une scène de perfection calculée, exactement comme Julien l'avait voulu. Il était dans son élément, passant d'un groupe à l'autre, serrant des mains de magnat de la banque, riant avec les reines du monde. J'étais à ses côtés, une ombre gracieuse. Mon sourire était entraîné, mes yeux ne trahissaient rien. J'acceptais les compliments sur ma robe, sur les magnifiques compositions florales, sur notre beau mariage. Chaque mot de louange était comme une petite pierre coupante qui frappait mon cœur. Je discutais avec Madame Bertrand, la reine incontestée de notre petit monde social, quand l'atmosphère a changé. C'était subtil au début, une vague de murmures qui a démarré près de l'entrée et s'est propagée comme une contagion. Les têtes se sont tournées, les conversations se sont tues. J'ai suivi leurs regards. Dans la grande arcade se tenait une femme qui était l'antithèse complète de mon élégance discrète. Elle était moulée dans une robe rouge pompier qui épousait chaque courbe avec une fente dangereusement haute sur la cuisse. Ses cheveux étaient une cascade de boucles noires de jais, ses lèvres peintes d'un rouge assorti et provocateur. Elle était éblouissante, mais d'une manière qui criait l'attention. Un coup de froid, une nausée de reconnaissance m'a traversé. J'avais déjà vu ce visage. Sur une photo taguée sur le réseau social de Julien, d'une conférence d'affaires à Nice, une photo qu'il avait rapidement détaguée. C'était Sophie Duval. Elle a balayé la pièce du regard prédateur d'une panthère, ses yeux se posant sur Julien. Il était en plein rire avec le sénateur, mais le son s'est éteint dans sa gorge. La couleur a quitté son visage, laissant derrière une pâleur de panique pure. Pendant un instant, le maître du monde a ressemblé à un gamin terrorisé pris la main dans le pot de confiture. Sophie a commencé à traverser la foule, un requin glissant dans l'eau. Les invités s'écartaient devant elle, leur curiosité mêlée à un délicieux sentiment de scandale imminent. Elle n'a regardé personne d'autre. Son attention était entièrement sur Julien et, par extension, sur moi. « Julien, mon amour », a-t-elle ronronné en les atteignant, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Elle m'a complètement ignoré, posant une main parfaitement manucurée sur la poitrine de Julien. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu fêtes sans moi. Les sourcils de Madame Bertrand ont monté jusqu'à sa coiffure. Le sénateur a soudainement trouvé un besoin pressant de vérifier son téléphone. Le cercle autour de nous s'est élargi à mesure que les gens se penchaient sans vergogne, avides d'assister au carnage. « Sophie » Julien a balbutié, la voix étranglée. « Que fais-tu ici?
C'est un événement privé. Oh, je sais, a-t-elle dit, son sourire une entaille rouge. Elle a passé son doigt sur son revers de veste. Mais notre relation n'est plus vraiment privée, n'est-ce que pas? Pas après Courchevel, ou Saint-Tropez, ou cette charmante semaine au lac d'Annecy. Chaque lieu qu'elle nommait était un voyage que Julien avait prétendu être un week-end entre garçons ou une retraite d'affaires vitales. Chaque mot était un poignard qui se tordait dans mes entrailles. Les murmures autour de nous sont devenus plus forts. Ce n'était plus une fête, c'était une exécution publique. J'étais figé, une statue de marbre au milieu du chaos. Je pouvais sentir des centaines d'yeux sur moi, attendant que je m'effondre, que je hurle, que je pleure. Je n'ai rien fait de tout ça. Un étrange calme glacial s'est installé en moi. La douleur était immense, une douleur physique dans ma poitrine. Mais quelque chose d'autre montait en même temps, une colère froide et clarifiante. J'ai enfin regardé mon mari, vraiment regardé. La panique dans ses yeux n'était pas pour moi, pas pour notre mariage. Elle était pour sa réputation. Son image méticuleusement construite était en train d'être incendiée sous ses yeux. Il ne me regardait pas. Il regardait Sophie d'un air frénétique et suppliant qui disait « Pas ici, pas maintenant ». Ce regard m'a dit tout ce que je devais savoir. L'espoir auquel je m'étais follement accroché s'est évaporé. Ce n'était pas une tempête. Le climat avait changé pour toujours. Et j'étais debout au cœur glacial d'un nouvel hiver désolé. Sophie a finalement tourné son attention vers moi. Ses yeux, sombres et triomphants, ont parcouru ma robe saphir avec mépris. « Alors, c'est vous la femme ?» a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'une fausse compassion. « Marie, Julien m'a tant parlé de vous. C'est un plaisir de rencontrer enfin la femme que je remplace. » Le quatuor à cordes avait heureusement cessé de jouer. Le silence qui a rempli le grand salon était épais et lourd, brisé seulement par les chuchotements frénétiques et excités des invités. Sophie Duval avait captivé son public et elle se délectait clairement d'être sous les projecteurs. Me remplacer. Ma voix était étonnamment ferme, une note basse et claire dans la cacophonie des commérages. Ce n'était pas le cri hystérique que la foule espérait. Le sourire de Sophie s'est élargi, une courbe cruelle et satisfaite. « Ne faites pas la bête, ça ne vous va pas. » Toute cette mascarade, elle a agité une main dédaigneuse désignant la pièce opulente. « Les invités, la fête elle-même, c'est fini. Julien et moi sommes amoureux. » Julien, retrouvant enfin une certaine contenance, a essayé d'intervenir. « Sophie, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Il a tendu la main vers son bras, mais elle l'a retiré. « N'osez pas, » lui a-t-elle sifflé, sa voix un murmure venimeux qui portait toujours dans l'air électrisé. « N'osez pas essayer de me gérer. Plus maintenant. J'en ai marre d'être votre sale petit secret. J'en ai marre d'attendre dans les hôtels pendant que vous jouez au beau mari. » Elle s'est retournée vers moi, ses yeux brillants d'une malice victorieuse. C'était son moment, l'aboutissement de moi, peut-être d'années de manigance. Elle n'était pas seulement là pour réclamer Julien, elle était là pour m'anéantir. « Il ne vous aime pas, vous savez, » a continué Sophie, s'approchant, envahissant mon espace personnel. « Il vous respecte peut-être. Il est peut-être attaché à vous comme on est attaché à un vieux fauteuil confortable, mais il ne vous désire pas. Pas depuis des années. Il vient de me chercher pour la passion, pour la vie, pour une femme qui comprend ce dont un homme comme lui a besoin. » Je suis restée silencieuse, ma posture impeccable. J'ai soutenu le regard de Sophie, refusant de lui donner la satisfaction de détourner les yeux. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Chaque battement, un rappel douloureux des 5 années que j'avais dédiées à un homme qui, maintenant, se tenait là, paralysé, tandis que j'étais systématiquement démantelé en public. « Vous vous demandez probablement pourquoi maintenant, » a dit Sophie, sa voix baissant pour prendre un ton conspirateur mais théâtral. « Pourquoi j'ai choisi ce soir, votre nuit spéciale, pour faire mon entrée. » Elle a fait une pause pour un effet dramatique, laissant l'anticipation monter. Puis elle a lentement, délibérément,
lever sa main gauche. À son annulaire, un énorme diamant canari, si grand et ostentatoire qu'il semblait appartenir à une exposition de musée sur les roches volcaniques. C'était un contraste criant et brutal avec mes élégantes alliances en platine, si discrètes. Julien m'a demandé de l'épouser la semaine dernière à Paris, et annoncé Sophie. Un halètement collectif a traversé la pièce. Il attendait juste le bon moment pour vous le dire. Julien était livide. Sophie, ce n'est pas... On n'a pas... Oh, taisez-vous, Julien, a claqué Sophie, sans même le regarder. Ne soyez pas lâche maintenant. Elle m'a regardé de nouveau, son expression un mélange toxique de pitié et de triomphe. Et puis, elle a asséné le coup de grâce dévastateur. Il y a plus, a-t-elle dit, posant une main protectrice sur son ventre plat, un geste universellement compris. La vraie raison pour laquelle nous ne pouvons plus nous cacher, la raison pour laquelle vous devez vous effacer. Je suis enceinte. Nous attendons un bébé. Si la bague de fiançailles avait provoqué un halètement, cette nouvelle a déclenché une onde de choc dans le salon. C'était l'échec et mat ultime et irréfutable. Une liaison, c'était un scandale. Un divorce, c'était une tragédie. Mais un bébé, c'était un nouveau départ, une nouvelle dynastie. Et cela faisait de moi, à cet instant, une relique du passé. Sophie s'est penchée, sa voix un sifflement qui n'était destiné qu'à moi. Mais son expression triomphante était pour tout le monde. Il est à moi, Marie. L'homme, l'avenir, la famille. Tout est à moi maintenant. Vous avez perdu. Signez juste les papiers, prenez votre pension alimentaire et disparaissez gracieusement. C'est la seule chose qui vous reste. Pour la première fois, mon sang-froid a vacillé. Mes yeux ont tremblé d'une douleur profonde, immense. Le bébé, c'était la seule chose que Julien et moi avions essayé d'avoir, le seul rêve qui ne s'était jamais concrétisé. Une source de chagrin silencieux, privé, pendant des années. Et cette femme, cette étrangère, l'avait obtenu si facilement. La blessure était si vive, si aveuglante, qu'elle a failli me mettre à genoux. J'ai senti le monde basculer, les visages des invités se brouiller en une tapisserie grotesque de jugement et de curiosité morbide. J'avais perdu. Sophie avait raison. J'avais tout perdu. Tous les regards dans le grand salon Saphir se sont tournés de la menthe triomphante vers la femme humiliée et finalement vers l'homme pris entre les deux. Le silence était absolu. C'était le moment de vérité. Chaque personne dans cette pièce, du PDG le plus puissant à la plus jeune mondaine, retenait son souffle, attendant de voir comment Julien Lefebvre allait réagir. C'était un creuset, et son caractère allait être testé de la manière la plus publique imaginable. J'ai regardé mon mari, une supplication silencieuse dans mes yeux. Ce n'était plus une supplication pour qu'il me reprenne. Ce bateau-là venait d'être torpillé et coulé. C'était une supplication pour un brin de dignité, pour les 5 années que nous avions partagées, pour les vœux qu'il avait prononcés autrefois. Niaise-la, suppliaient mes yeux. Sinon pour moi, du moins pour le souvenir de ce que nous étions. Ne laissez pas ce que là se terminer ainsi. Julien a croisé mon regard, et dans cette seconde fugitive, j'ai vu son âme à nu. C'était un homme noyé dans ses propres choix, étouffé par les conséquences de sa faiblesse. Il a vu la femme qu'il avait soutenue, qui avait supporté ses ambitions et créé pour lui un sanctuaire de paix où rentrer. Et elle a vu la femme qui lui offrait le frisson enivrant de la nouveauté, la validation flatteuse de son obsession, et maintenant l'héritier qu'il avait secrètement désiré. Il a rompu le contact visuel avec moi le premier. Il s'est tourné vers Sophie, son expression passant de la panique à une résignation lasse et réticente. Il lui a pris la main, celle avec le diamant jaune criard, et l'a serrée. Ce n'était pas un geste de passion, mais de reddition. Puis il a fait face à la foule silencieuse qui observait. Il a éclairci sa gorge, le son anormalement fort dans la pièce caverneuse. Je vous demande pardon à tous pour ceci. A-t-il commencé, la voix tendue.
Il essayait de projeter l'image d'un homme qui prend le contrôle, mais il ne sonnait que comme un animal acculé. Cela devait être une affaire privée. Il s'est tourné vers moi et ses mots, quand ils sont venus, étaient plus froids et plus cliniques que n'importe laquelle des railleries de Sophie. Marie, a-t-il dit, refusant de croiser mon regard, fixant plutôt un point quelque part au-dessus de mon épaule. Sophie a raison. Notre mariage, ça ne fonctionnait plus depuis longtemps. Nous vivions des vies séparées. J'étais malheureux. Il réécrivait notre histoire en temps réel, me peignant comme une participante à l'échec de notre mariage, en faisant une déchéance mutuelle plutôt que sa trahison singulière. Il s'absolvait lui-même. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-il continué, la fausse sincérité dégoulinant de chaque mot. Je voulais vous le dire en privé, avec respect. J'allais le faire, mais les choses se sont accélérées. Il a jeté un coup d'œil au ventre de Sophie. J'ai de nouvelles responsabilités à considérer. Il choisissait le bébé. Il choisissait l'avenir que Sophie représentait, et ce faisant, il effaçait le passé qu'il avait partagé avec moi. Je pense qu'il est préférable de gérer cela discrètement, a-t-il dit. L'audace pure de la déclaration m'a stupéfié. Il demandait un divorce discret au milieu d'un spectacle public qu'il avait lui-même orchestré. Je demanderai à mon avocat, Maître Leclerc, de contacter le vôtre demain matin. Je vous souhaite le meilleur, Marie. Vraiment. C'était un congédiement, un plan de licenciement d'entreprise livré avec une semblance creuse de courtoisie professionnelle. Il avait non seulement échoué à me défendre, mais il avait activement pris parti pour mon bourreau et m'avait publiquement rejeté. Il avait validé chaque mot cruel que Sophie avait prononcé. La foule a éclaté en une frénésie de chuchotements bas et scandalisés. Madame Bertrand m'a regardé avec une expression de pitié pure et non fardée, un regard plus insultant que n'importe quel mépris. Je me sentais totalement, complètement seul. J'étais un fantôme à ma propre fête, une note de bosse de page dans l'histoire de Julien Lefebvre et de sa nouvelle famille. Sophie a glissé son bras possessivement dans celui de Julien, posant sa tête sur son épaule. Elle m'a regardé par-dessus son smoking, ses yeux brillants d'une victoire absolue, incontestable. Elle avait gagné. Elle avait tout pris. J'ai finalement laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La douleur était toujours là, un noyau blanc et brûlant dans ma poitrine, mais la colère froide et clarifiante d'avant commençait à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. C'était le calme d'une personne qui a enfin touché le fond et réalise qu'il n'y a nulle part où aller sinon vers le haut. J'ai fait un seul hochement de tête, presque imperceptible. Je ne pleurerai pas. Je ne hurlerai pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. J'avais perdu mon mari, mon mariage et ma dignité en l'espace de 10 minutes. Mais tandis que je me tenais là, isolé et exposé, j'ai fait un vœu silencieux et sacré. Je ne me perdrai pas. Moment ici, je dois m'interrompre. Franchement, la scène entière, la manière dont tout s'est déroulé était d'une absurdité totale, vous ne trouvez pas? Je veux dire, on est à Paris, dans un hôtel de luxe, et ça tourne en pièce de théâtre shakespearienne avec des rebondissements qui feraient pâlir un scénariste de telenovela. Moi, je me voyais juste comme une femme normale, peut-être un peu trop discrète, avec des problèmes de couple très courants. Et tout d'un coup, ça devient un duel public, un jeu de pouvoir dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ça m'a rappelé ce que ma grand-mère disait. On ne connaît vraiment les gens que lorsque le masque tombe. Mais là, c'est pas juste un masque qui est tombé, c'est toute une façade qui s'est effondrée avec fracas. Le contraste entre le décor opulent et la vulgarité de la situation était sidérant. Je n'avais jamais imaginé que ma vie puisse être à ce point le jouet de forces invisibles, d'enjeux financiers et sociaux qui me dépassaient complètement. C'était comme si j'étais un pion sur un échiquier géant dont je ne connaissais pas les règles. Mais peut-être que c'était justement le problème.
Peut-être que c'était trop réel pour être juste une petite histoire d'amour qui tourne mal. Je n'en avais aucune idée à l'époque. De toute façon, retour à l'histoire. Alors que Julien se tournait pour emmener Sophie, comme pour diriger sa nouvelle vie loin de l'épave de l'ancienne, une nouvelle présence s'est faite sentir. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. C'était un changement dans l'air, une modification de la gravité de la pièce. Deux hommes se tenaient près de l'entrée du salon où Sophie avait fait sa grande entrée. Ils n'étaient pas là quelques instants auparavant. Ils étaient plus âgés, vêtus de costumes Savile Row impeccables et sobres, qui chuchotaient de la richesse plutôt que de la crier. Ils se tenaient avec une immobilité troublante, leur autorité silencieuse coupant l'énergie chaotique de la pièce. L'homme de devant avait une soixantaine d'années, une crinière de cheveux argentés et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, vifs, intelligents et actuellement remplis d'une fureur glaciale. Il dégageait une présence qui faisait rétrécir les PDG et les sénateurs. C'était un homme habitué à être la personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce où il entrait. C'était Pierre Dubois. À côté et légèrement derrière lui se tenait un homme plus jeune. Clairement son fils, avec les mêmes yeux vifs, mais une carrure plus athlétique et une mâchoire serrée dans une ligne de colère protectrice. Il avait l'air de pouvoir démanteler une prise de contrôle hostile ou un homme avec la même facilité. C'était Guillaume Dubois, mon père et mon frère. Ils n'étaient pas sur la liste des invités. Je leur avais spécifiquement demandé de ne pas venir. Ma famille, les Dubois, était notoirement discrète. C'était une dynastie d'ancienne fortune, de la Normandie. Leur empire construit au fil des générations dans le transport maritime, la logistique et le capital investissement. Leur richesse était silencieuse, immense, et profondément intégrée aux fondations du commerce mondial. Ils ne l'étalaient pas. Ils n'assistaient pas à des fêtes frivoles. Ils valorisaient la vie privée et l'intégrité par-dessus tout, ce qui expliquait pourquoi mon mariage avec l'ambitieux Julien Lefebvre, une nouvelle fortune, avait toujours été un sujet de préoccupation discrète pour eux. « Nous ne voulons pas nous immiscer dans ta vie, ma chérie, » avait dit mon père. « C'est ton monde, mais si jamais tu as besoin de nous, nous ne sommes qu'à un coup de fil. » Je n'avais pas appelé, mais quelqu'un avait dû le faire. Peut-être mon assistante Léa, qui était avec moi depuis des années et était d'une loyauté féroce. Peu importait, ils étaient là maintenant. Les yeux de Pierre Dubois ont balayé la pièce, analysant la scène avec un calme analytique exercé. Il a vu l'amande triomphante accrochée au bras de son gendre. Il a vu les regards apitoyés et jugeurs des invités, et il m'a vu, moi, sa fille, debout seul, posé et non brisé, mais avec un univers de douleur dans mes yeux. Son expression s'est durcie, la fureur dans ses yeux se solidifiant en quelque chose de froid et absolu. Ils ont commencé à avancer. Comme Sophie, ils ont fendu la foule, mais pour une raison entièrement différente. Les gens ne s'écartaient pas de leur chemin pour mieux voir un scandale. Ils s'écartaient par un sens instinctif, presque primal, de déférence. Des murmures ont de nouveau parcouru la pièce, mais ceux-ci étaient différents. C'est Pierre Dubois, a marmonné un gestionnaire de fonds spéculatif à sa femme. Pierre Dubois, que fait-il ici? Je croyais qu'il ne quittait jamais la Normandie, a-t-elle chuchoté en retour. Lefebvre doit être plus connecté que je ne le pensais. Julien et Sophie se sont arrêtés. Leur sortie triomphale a été stoppée. Julien s'est retourné et son visage, déjà pâle, est devenu blanc comme craie. Il n'avait rencontré Pierre Dubois que 2 fois. Une fois pour demander ma main, une rencontre qui ressemblait plus à une déposition, et une fois à notre mariage. Il savait, sur un plan intellectuel, que mon beau-père était un homme puissant, mais il n'avait jamais compris l'ampleur réelle de ce pouvoir. Il avait considéré les Dubois comme archaïques et reclus, une relique d'une époque révolue. Il les avait fatalement sous-estimés. Pierre et Guillaume ne se sont pas arrêtés à Julien. Ils ont marché droit vers moi. Pierre a tendu la main et a pris la mienne, sa prise ferme et rassurante. Guillaume s'est tenu de l'autre côté,
Une garde silencieuse et formidable. Ils ont formé un mur protecteur autour de moi. « Ça va, Marie? » a demandé Pierre, sa voix basse et calme, destinée uniquement à moi. J'ai levé les yeux vers mon père, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti la glace autour de mon cœur commencer à se fissurer. Une seule larme a tracé un chemin sur ma joue. « Non, ai-je chuchoté, ma voix se brisant sur ce seul mot. Mais ça ira. » Pierre a serré ma main. « Oui, ça ira. » Il a ensuite tourné son regard, maintenant dépourvu de toute chaleur, vers Julien. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le poids pur de sa désapprobation était suffocant. « Lefebvre, a-t-il dit, le nom sonnant comme une insulte. Vous avez fait en sorte que ma fille se sente indésirable à sa propre fête d'anniversaire, devant ses amis. Vous avez amené cette personne. » Il a lancé à Sophie un regard d'un tel dédain qu'elle a physiquement reculé contre Julien, et vous l'avez humilié. « Monsieur Dubois, monsieur, » a commencé Julien, la voix fêlée. « C'est un malentendu. C'est une affaire de famille privée. »« Il n'y a rien de privé dans cette pièce, » a déclaré Pierre d'un ton sec. « Et vous avez cessé d'être de la famille il y a environ 15 minutes. Vous avez commis une erreur de calcul catastrophique. » Sophie, enhardie par sa victoire et ignorante de la véritable puissance à laquelle elle faisait face, a raillé. « Et qui êtes-vous, un vieil homme essayant de défendre sa fille rincée? Julien et moi sommes amoureux. Nous avons un bébé. Vous ne pouvez rien y faire. » Guillaume a fait un pas en avant, son expression orageuse, mais Pierre a posé une main protectrice sur le bras de son fils. Il a regardé Sophie comme si elle était un insecte curieux. « Jeune femme, » a dit Pierre, sa voix baissant à un niveau dangereusement calme. « Vous avez confondu un moment de mauvais goût avec une victoire à vie, une erreur courante chez les myopes. » Il s'est ensuite détourné d'eux, les ignorant comme totalement insignifiants. Son regard est tombé sur un homme à l'air harcelé en smoking, le directeur général de l'hôtel Bellevue, M. Moreau, qui rôdait à proximité, se tordant les mains. Pierre Dubois a regardé le directeur, ses yeux portant l'éclat froid et dur d'un homme sur le point de déplacer des milliards de francs suisses d'un seul ordre. « Vous, » a dit Pierre, sa voix claire et résonnante, coupant le silence de la salle. « Vous êtes le responsable ici. » Le directeur s'est avancé, hâtif. « Oui, monsieur Dubois, un honneur de vous avoir, monsieur. Y a-t-il un problème? » La vraie nature du problème était sur le point d'être révélée, et elle était bien plus grande que M. Moreau ne pouvait l'imaginer. M. Moreau, le directeur général, s'est presque incliné. « Un problème, monsieur Dubois? Absolument tout. Nous pouvons avoir une escorte de sécurité? » Il s'est tu, faisant un geste vague vers la source du dérangement, Julien et Sophie. Pierre Dubois a levé la main, un simple geste qui a commandé un silence absolu. Il ne regardait plus Julien ou Sophie. Pour lui, ils avaient cessé d'exister. Son attention était purement portée sur le lieu, la scène sur laquelle sa fille avait été si cruellement humiliée. « Le problème, monsieur Moreau, » a commencé Pierre, sa voix calme et délibérée, comme s'il discutait d'une modification mineure à une réservation de dîner. « C'est que cet établissement, ce magnifique salon, sera désormais associé à jamais à un souvenir plutôt désagréable pour ma fille. » Il a fait une pause, laissant la déclaration suspendue dans l'air. La foule était absolument captivée. C'était un drame bien plus captivant que n'importe quel opéra. « La famille Dubois ne tolère pas les souvenirs désagréables, » a continué Pierre. « Nous les effaçons, ou quand ce n'est pas possible, nous les acquérons et changeons le récit. » Un murmure confus a traversé la pièce. Que diable cela voulait-il dire? Julien fixait mon père, une horreur naissante sur son visage. Il commençait à comprendre l'abîme entre son monde de finances flamboyantes et endettées et le monde du pouvoir discret et fondamental de ma famille. Il bâtissait des choses sur la dette et la spéculation. Nous possédions la Roche-Mère. Pierre a ramené son regard perçant sur le directeur. « La holding principale de ma famille est le groupe mondial du bois.
Je suppose que votre hôtel, le Bellevue, fait partie du portefeuille hôtelier Sovereign Hospitality. Les yeux de M. Moreau se sont écarquillés sous le choc. Oui, monsieur, c'est bien cela. Je le pensais, a dit Pierre en hochant la tête. Mon fils Guillaume, ici présent, dirige notre division d'acquisition. Il l'a observé Sovereign depuis un certain temps, et pas. Ils sont sous-évalués depuis leur dernier rapport trimestriel. Guillaume, quel était le chiffre dont nous avons discuté? Guillaume, qui avait été silencieux jusqu'à présent, a parlé avec la précision nette d'un chirurgien. Leur capitalisation boursière à la clôture du marché vendredi était d'environ 6 milliards d'euros. Père, nous détenons actuellement une participation non divulguée de 7%. Une offre agressive avec une prime de 25% serait de 8,5 milliards. C'est une offre en espèces. Ils seraient légalement obligés de la présenter à leur conseil d'administration. Compte tenu de leur endettement actuel, ils seraient fous de refuser. Une vague de halètements réels et audibles a balayé le salon. Les gens ne chuchotaient plus seulement. Des téléphones étaient discrètement sortis. Des journalistes financiers dans la foule tapaient frénétiquement des messages à leurs éditeurs. Ce n'était plus seulement des ragots sociaux, c'était un événement qui allait faire bouger le marché. Sophie semblait totalement perplexe. « De quoi parlez-vous? Acheter un hôtel? Vous ne pouvez pas faire ça. »« Ma chère, » a dit Guillaume, se tournant vers elle avec un regard de pitié. « Nous n'achetons pas l'hôtel. Nous achetons la société qui possède l'hôtel et les 37 autres propriétés de luxe de son portefeuille international. Ce bâtiment est une erreur d'arrondi. » Pierre Dubois a regardé de nouveau le monsieur Moreau, stupéfait. « Mon assistant personnel, monsieur Berger, est au téléphone depuis une demi-heure avec le président du conseil d'administration de Sovereign. Ils viennent d'être informés de notre offre d'OPA hostile imminente, qui sera lancée à l'ouverture du marché demain matin. Cependant, pour éviter tout désagrément, nous faisons une offre directe ce soir pour cette propriété spécifique. Un prépaiement, si vous voulez. » Il a fouillé dans la veste de son costume et en a sorti non pas un chéquier, mais un simple et élégant portefeuille en cuir. Il l'a ouvert et en a sorti une seule feuille de papier. Ceci est une lettre d'intention, adossée à une confirmation de virement bancaire direct de notre banque à Genève. Nous achetons l'hôtel Bellevue Paris. Le terrain, le bâtiment, la marque, tout. Avec effet immédiat. Le téléphone de M. Moreau a vibré dans sa poche. Il l'a sorti, la main tremblante. Il a regardé l'écran, son visage prenant la couleur d'un parchemin blanchi. Il a levé les yeux vers Pierre Dubois. Son expression celle d'une pure, non falsifiée stupeur et terreur. « J'ai juste reçu un email de notre PDG, » a balbutié le directeur. Il dit de vous donner tout ce que vous voulez. La propriété, elle est à vous, monsieur Dubois. Bienvenue au Bellevue. » Silence absolu, profond. On aurait pu entendre une perle tomber sur l'épais tapis. Pierre Dubois a fait un léger hochement de tête satisfait. Il possédait la scène maintenant. Il possédait le bâtiment. Il possédait toute la narration. Il a finalement ramené son attention sur Julien et Sophie qui se tenaient figés, leur visage masque d'incrédulité. Le sourire triomphant de Sophie avait disparu, remplacé par une confusion bouche bée. Julien avait l'air d'avoir vu son monde entier liquidé sous ses yeux. « Maintenant donc, » a dit Pierre, sa voix aussi froide que le cœur d'un banquier. « En tant que nouveau propriétaire de cet établissement, j'ai quelques changements immédiats à mettre en œuvre. Premièrement, le décor de ce salon est désormais officiellement de mauvais goût. Nous allons rénover. Deuxièmement, nous avons une nouvelle politique concernant les invités, non-invités et la vermine. » Il a regardé directement Julien Lefebvre. « Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété, vous et votre associé. » Ses yeux ont jeté un éclair vers Sophie. « Après cela, je vous ferai expulser pour intrusion. » Le mot « intrusion » est resté suspendu dans l'air, un dernier clou brutal dans le cercueil de la vie sociale et professionnelle de Julien Lefebvre.
Il n'était plus un hôte dans un lieu prestigieux. Il était un intrus dans la toute nouvelle acquisition des Dubois. Les invités qui, il y a quelques minutes, me regardaient avec pitié, fixaient maintenant Julien et Sophie avec un mélange de choc, de mépris et de peur. Ils assistaient à un jeu de pouvoir d'une telle ampleur épique qu'on en parlerait pendant des décennies. Dans leur monde, la richesse était le pouvoir, mais l'ampleur du pouvoir des Dubois était quelque chose que la plupart d'entre eux n'avaient fait que lire. Ils venaient d'assister à un lion frappant une mouche. Julien n'avait pas seulement été vaincu, il avait été rendu totalement insignifiant. Sophie avait été la première à rompre le silence, son ignorance enfin percée par la terrifiante réalité de la situation. « C'est insensé !» a-t-elle crié, sa voix aiguë et stridente. « Julien, fais quelque chose, tu es Julien Lefebvre. » Julien n'a pas semblé l'entendre. Il me fixait, moi, la femme qu'il avait si négligemment jetée. Il me voyait enfin, non pas comme sa femme tranquille et modeste, mais comme la fille de Pierre Dubois, l'héritière d'un empire qu'il ne pouvait même pas concevoir. Le contrat de mariage qu'il avait signé lui semblait maintenant une corde autour du cou. Il était en acier, rédigé par l'équipe juridique de la famille Dubois, conçu pour protéger leurs actifs précisément de ce genre de situation. Il quitterait le mariage avec rien de plus que ce avec quoi il était entré. Mais c'était pire que ça. Il travaillait dans la finance, un monde construit sur la réputation et les connexions. Ses plus gros clients, ses plus importants bailleurs de fonds. Combien d'entre eux avaient des liens avec le groupe mondial du bois? Combien d'entre eux le laisseraient tomber demain matin pour éviter de se trouver du mauvais côté de Pierre Dubois? Sa carrière était finie. Il ne connaissait juste pas encore l'heure exacte du décès. Guillaume Dubois s'est approché de lui, sa voix basse et menaçante. Les 5 minutes ont commencé il y a 4 minutes. Lefebvre, je vous suggère de partir. Oh, et au fait, mon père siège au comité d'éthique de l'autorité des marchés financiers. Je m'assurerai que vos dossiers de transactions des 5 dernières années sont impeccables. Nous avons le sentiment qu'ils pourraient faire l'objet d'un audit anonyme très approfondi très bientôt. Ce fut le coup de grâce dévastateur. La menace n'était pas seulement une ruine sociale ou financière, c'était légal. C'était un anéantissement total. Julien a attrapé le bras de Sophie, sa prise brutale. « On s'en va !» a-t-il marmonné, sa voix un murmure étouffé. « Mais mon annonce !» a-t-elle protesté, s'accrochant encore au lambeau effiloché de sa victoire. « La fête est finie !» a-t-il grogné, et il l'a traîné vers la sortie. La foule s'est de nouveau écartée pour eux, mais cette fois avec un mépris non dissimulé. Alors qu'ils passèrent sous la grande arcade, un flash a éclaté. Un paparazzi d'un journal mondain avait capturé la marche de la honte. La photo serait en couverture de tous les magazines à potins dès le matin. Le divorce à 1 milliard d'euros. Lefebvre expulsé de sa propre fête. Ils étaient partis. Le serpent avait été chassé du jardin. La salle est restée silencieuse un instant, puis une chose étrange s'est produite. Madame Bertrand, la reine de la société, s'est dirigée délibérément vers moi. Elle n'a pas offert de pitié, elle a offert du respect. « Marie, ma chère, a-t-elle dit, sa voix remplie d'une admiration nouvelle. Je suis si terriblement désolé que vous ayez eu à endurer cela. Votre famille est remarquable. » Elle a ensuite regardé Pierre. « Pierre, cela fait trop longtemps. » C'était un signal pour tout le monde. L'ordre social avait été rétabli. Je n'étais plus la victime. J'étais la fille intouchable de la famille la plus puissante de la pièce. Un par un, les invités se sont approchés, offrant des excuses, du soutien et des invitations. Ils gravitaient vers le pouvoir comme ils l'avaient toujours fait. Je n'ai ressenti qu'un engourdissement las. Leur loyauté changeante ne m'intéressait plus. J'ai regardé mon père et mon frère, ma vraie famille, mon soutien indéfectible. « On peut rentrer ?» ai-je demandé doucement. « Bien sûr, ma chérie », a dit Pierre, me serrant dans un bras protecteur. « Rentrons à la maison. »
En quittant le grand salon Saphir, mon salon maintenant, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché devant les fontaines de champagne et les extravagantes sculptures de glace, devant l'épave de mon ancienne vie et dehors dans l'air frais et pur de la nuit parisienne. J'ai ressenti un profond sentiment de libération. La douleur de la trahison de Julien était toujours là, une contusion profonde et sensible sur mon âme. Il faudrait du temps pour guérir. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Je n'étais plus Madame Julien Lefebvre, la femme parfaite et tranquille. J'étais Marie Dubois. Je faisais partie de quelque chose de vaste, de fort et de durable. J'étais entré dans cette fête en épouse dans une voiture dorée. J'en sortais en reine qui venait d'hériter d'un nouveau coin de son royaume. L'avenir était incertain, mais il était le mien à écrire, et je savais, avec une certitude ancrée au plus profond de mes os, que ce serait un chef-d'œuvre. Le trajet de l'hôtel Bellevue au penthouse privé de la famille Dubois, surplombant le jardin du Luxembourg, s'est déroulé dans un silence profond, presque sacré. Le Maybach sur mesure se déplaçait dans les rues de la ville comme un fantôme, son intérieur insonorisé isolant ses occupants de la cacophonie de la vie parisienne. Je me suis assise entre mon père et mon frère, la soie saphir de ma robe, une touche de couleur profonde dans l'habitacle faiblement éclairé. L'adrénaline qui m'avait soutenu à travers l'épreuve publique commençait à s'estomper, laissant derrière elle une fatigue profonde et une douleur creuse et insidieuse. Je regardais les lumières floues de la ville, ne voyant pas la métropole vibrante, mais le fantôme du sourire triomphant de Sophie, entendant l'écho du renvoi clinique de Julien. Le bébé. Le mot résonnait dans mon esprit avec une cruauté sourde et rythmique. C'était le seul élément de la trahison qui me semblait personnel, une attaque ciblée sur ma vulnérabilité la plus profonde, la plus intime. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir la nuit, ces semaines-là, je pensais à ma grand-mère. Elle disait toujours « Méfie-toi des miroirs trop beaux, ma petite ». Elle parlait des promesses des hommes, surtout ceux qui semblaient parfaits. Je n'avais jamais vraiment compris l'étendue de sa sagesse, pas avant ce soir-là. Ce mariage, ses apparences, les faux semblants de l'amour éternel, tout avait été un miroir magnifiquement ouvragé, mais derrière, c'était le vide. C'était la leçon la plus dure de ma vie, celle qui m'a appris que la vraie beauté ne se trouve pas dans le reflet lisse et sans défaut, mais dans la solidité du fond, dans ce qui reste quand tout le reste s'écroule. J'avais perdu ma foi en l'image, mais j'avais trouvé ma force dans la réalité. Quand nous sommes arrivés, notre penthouse était un sanctuaire de luxe tranquille. Contrairement à la grandeur opulente, presque théâtrale, du salon Saphir, la maison des Dubois était un témoignage de pouvoir discret. Des œuvres d'art dignes d'un musée, un Rothko ici, un de Kooning là, accrochés à des murs en plâtre vénitien. Le mobilier était moderne et minimaliste, choisi pour sa forme et son confort plutôt que pour son ostentation. C'était un espace conçu pour la réflexion, pour la stratégie, pour vivre, non pour performer. Pierre m'a conduite à un canapé profond et confortable, face à une fenêtre du sol au plafond qui offrait une vue plongeante sur le parc. « Assieds-toi, Marie, a-t-il dit doucement. « Guillaume, va chercher un cognac à ta sœur. » « Je préférerais du thé, ai-je chuchoté. Mon père, l'homme qui commandait un empire mondial, est simplement hoché la tête, s'est retourné et est allé lui-même à la cuisine faire bouillir la bouilloire. Cet acte domestique simple était plus réconfortant que n'importe quel grand geste. Guillaume est revenu et m'a tendu une tablette. Sur l'écran, la page d'accueil du Financial Times. Le titre était clair. Groupe Mondial Dubois lance une OPA hostile sur Sovereign Hospitality dans un mouvement dramatique sans précédent. En dessous, un sous-titre. Des sources citent une altercation publique lors d'un événement privé impliquant l'héritière du GMD, Marie Dubois, et son mari Julien Lefebvre comme catalyseur. C'est déjà partout, a dit Guillaume, sa voix un grondement sourd de fureur contenue.
La presse économique le présente comme un coup de force. Les sites à potins, il a grincé. Ils appelaient la descente en flammes à 1 milliard d'euros. Cette photo de Lefebvre traînée dehors est l'image la plus tendance en Amérique du Nord. J'ai fixé l'écran, un étrange sentiment de détachement m'envahissant. J'avais l'impression de lire des personnages dans un roman, pas de vivre l'implosion de ma propre vie. Vous avez fait tout ça juste pour moi? Non, a dit Guillaume, s'asseyant en face de moi. Nous l'avons fait pour la famille. Julien Lefebvre n'a pas seulement manqué de respect à sa femme ce soir. Il a humilié un Dubois. Il l'a fait publiquement, pensant que nous étions trop distants ou trop reclus pour avoir de l'importance. Il a traité notre nom comme un accessoire dans son petit drame sordide. C'est une menace existentielle que nous ne tolérons pas. Pierre est revenu avec un plateau portant une théière en porcelaine et une seule tasse. Il a versé le liquide ambré fumant et me l'a tendu, ses mouvements précis et calmes. « Ton frère a raison », a-t-il dit en prenant place. « Pendant des générations, le plus grand atout de notre famille a été notre réputation. Nous sommes connus pour être discrets, oui, mais aussi pour notre intégrité et notre mémoire impitoyable. Quand quelqu'un s'attaque à l'un de nous, il teste la force de toute notre fondation. Si nous laissons apparaître une fissure, toute la structure est compromise. Ce soir, ce n'était pas une vengeance, Marie. C'était un renforcement. J'ai enveloppé mes mains froides autour de la tasse chaude. Que va-t-il lui arriver? Il est fini, a dit Guillaume avec une froide finalité. À partir de ce moment, toutes les lignes de crédit que Julien Lefebvre ou sa petite entreprise avaient ont été gelées ou rappelées. Les banques qui l'ont financé sont les mêmes banques avec lesquelles nous faisons affaire depuis 50 ans. Un seul coup de fil de ton père a suffi. Ses investisseurs sont en panique. Ses partenaires essaient de prendre leurs distances. Au lever du soleil, Julien Lefebvre sera un nom si radioactif qu'il brûlera quiconque le prononcera. Et elle? Ai-je demandé, le mot ayant un goût de cendre. Sophie Duval. Guillaume a continué, ouvrant un autre dossier sur sa tablette. Ancienne ambassadrice de marque et aspirante star de télé-réalité. Elle a l'habitude de s'accrocher à des hommes mariés fortunés. Le diamant Canary, au fait, était loué. Le bail expire mardi prochain. Je doute qu'elle puisse effectuer le paiement. Elle pensait s'assurer un avenir. Au lieu de cela, elle s'est liée à un paria avec une montagne de dettes et une enquête de l'AMF en cours. L'information a été livrée avec une précision chirurgicale, mais elle ne m'a apporté aucune joie. Ce n'était qu'un catalogue de ruines. J'avais aimé Julien autrefois, vraiment aimé. Voir l'architecture de sa vie systématiquement démantelée, même après sa monstrueuse trahison, me remplissait d'une tristesse profonde et compliquée. « Père », ai-je dit, le regardant, mes yeux suppliants de comprendre. Le bébé, elle a dit qu'elle était enceinte. L'expression de Pierre s'est adoucie. Il a tendu le bras et a posé sa main sur la mienne. Et si elle l'est, l'enfant sera un petit enfant du bois et il sera pris en charge. Nous ne sommes pas des barbares, Marie. L'enfant est innocent. Mais ses parents ont fait leur choix. Leurs conséquences sont les leurs. À ce moment-là, j'ai compris. La puissance de ma famille ne résidait pas seulement dans sa capacité à détruire, mais dans son code de conduite inébranlable. Ils étaient impitoyables avec leurs ennemis, mais ils protégeaient les leurs. Même ceux qui n'étaient pas encore nés. J'ai pris une gorgée de thé, la chaleur se répandant dans ma poitrine. Les larmes que j'avais retenues toute la nuit sont finalement venues, non pas en un torrent hystérique, mais en un flot silencieux et régulier de chagrin pour l'amour que je croyais avoir, l'avenir dont j'avais rêvé et l'innocence que j'avais perdue. Mon père et mon frère ne disaient rien. Ils se sont simplement assis avec moi dans la citadelle du silence, un front uni, me laissant enfin me briser pour qu'ils puissent commencer à me reconstruire. Une semaine plus tard, je me tenais non pas dans un cabinet d'avocat, mais dans la coquille caverneuse et maintenant vide du grand salon Saphir. Les lustres opulents étaient drapés de toile.
Les tapis d'Aubusson avaient été roulés et le mobilier doré avait disparu. La pièce était dépouillée, un squelette attendant une nouvelle identité. L'air sentait la poussière et le potentiel. Ce fut une semaine d'efficacité implacable et silencieuse. La procédure de divorce était en cours, gérée par l'avocate la plus redoutable de la famille Dubois, une femme connue dans les milieux juridiques sous le nom de Marteau de velours. Julien, comme prévu, n'avait pas contesté un seul point. Sa reddition était totale et immédiate. Il avait signé l'abandon de ses droits, de ses revendications et de sa présence dans ma vie d'un trait de plume. J'avais reçu un seul SMS pathétique de sa part. « Je suis désolé, je n'ai jamais compris. » Je l'avais supprimé sans répondre. Les rapports de mon équipe juridique dressaient un tableau sombre de sa nouvelle réalité. Louis et Sophie étaient reclus dans un appartement ici en banlieue parisienne, la presse campant à l'extérieur. Son entreprise s'était effondrée. Ses partenaires l'avaient poursuivi. L'audit de l'AMF était réel et avait mis au jour d'importantes irrégularités. Sophie, loin d'être la triomphatrice jubilante, aurait été entendue en train de lui crier qu'il avait ruiné sa vie. La grande histoire d'amour qu'ils avaient proclamée s'était aigrie en un cauchemar amer et claustrophobique de leur propre fabrication. J'éprouvais une pitié distante, mais rien de plus. Mon attention était tournée vers l'avenir. Et il commençait ici, dans cette pièce qui avait été le lieu de ma plus profonde humiliation. Mon père m'avait donné carte blanche. Le Bellevue est à toi de gérer, avait-il dit. Un projet, quelque chose sur quoi te concentrer. Je me tenais avec l'architecte en chef des projets caritatifs de la Fondation Dubois, une femme brillante nommée Chloé Rousseau. Elle a de bonnes fondations, avait dit Chloé, sa voix résonnant dans l'espace vide. Des proportions classiques. Qu'est-ce que tu vois pour elle, Marie? J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, à l'endroit même où je m'étais tenu, isolé et seul. Je me souvenais des centaines de regards fixés, des chuchotements, des mots venimeux de Sophie. Une personne moindre aurait peut-être démoli l'endroit, l'aurait effacé de la surface de la terre. Mais j'étais une Dubois. Nous n'effacions pas l'histoire. Nous la remodelions à notre volonté. Je vois un lieu pour le public, et je dis, ma voix claire et forte. Cette partie de la ville manque d'un centre culturel majeur. Le Louvre est trop loin en amont pour ces communautés. Je veux transformer ce salon, cette aile entière de l'hôtel, en l'annexe Dubois pour l'art contemporain. Les sourcils de Chloé ont monté en surprise et en ravissement. Marie, c'est ambitieux. Le coût, la logistique. La Fondation le financera, ai-je simplement déclaré. Je veux que ce soit un lieu de beauté, d'apprentissage, avec entrée libre. Je veux que les écoliers viennent ici et voient leur premier chef-d'œuvre. Je veux que les artistes en difficulté aient un endroit pour exposer leur travail. Je veux prendre un espace qui a été construit pour le luxe privé et exclusif et le transformer en quelque chose qui donne en retour. Nous allons transformer un monument à la vanité en un témoignage de créativité. J'ai regardé la grande arcade où Sophie avait fait son entrée. Ça, et j'ai hâte de me dire, et j'ai dit, en montrant du doigt, sera l'entrée principale. Nous allons abattre les portes. Elle doit être ouverte, accueillante, un lieu où personne ne se sent jamais indésirable. Dans cette décision, quelque chose en moi est radicalement changé. Je ne guérissais pas seulement, je créais. Je prenais le moment le plus laid de ma vie et utilisais ces fondations pour construire quelque chose de beau et de durable. C'était un pouvoir plus grand que d'acheter une entreprise ou de ruiner un ennemi. C'était le pouvoir de la transformation. Plus tard ce soir-là, de retour au penthouse, je me tenais devant un tableau que j'avais demandé à faire venir de la propriété familiale de Normandie. C'était un portrait d'Artemisia Gentileschi, une artiste du XVIIe siècle qui avait canalisé son propre traumatisme dans des œuvres d'art puissantes et provocantes. La peinture représentait une femme forte et intelligente regardant le spectateur.
Son expression ni heureuse ni triste, mais remplie d'une profonde résilience. J'ai vu un reflet de moi-même, non pas dans le visage de la femme, mais dans son esprit. La douleur de la dernière semaine était réelle, une cicatrice que je porterai toujours. Mais ce n'était plus une blessure. C'était une partie de mon histoire, le chapitre qui avait mis fin à un conte de fées et commencé une épopée. Je n'étais plus seulement une épouse, une fille ou une victime. J'étais Marie Dubois, une mécène, une bâtisseuse, une force. J'avais trouvé ma propre toile et je ne faisais que commencer à peindre. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur quelque part, que tout ce chaos aurait pu être évité. Probablement les deux, n'est-ce pas? C'est ça la vie, je suppose. Rien n'est vraiment clair. Rien n'est parfait. C'est désordonné, imprévisible et souvent douloureux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est mon histoire et je continue à en écrire chaque ligne. C'est tout ce qui compte au final.